Dans l'actualité également, la Russie et l'Ukraine vont-elles entamer une deuxième séance de pourparlers le 2 juin à Istanbul? La proposition a été faite par Moscou. Le pays propose de transmettre son mémorandum à Kiev, censé exposer les conditions russes pour un accord de paix durable. L'Ukraine demande aux Russes de lui fournir en amont ce document à examiner pour que la rencontre soit plus constructive. On en parle avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chasse. Bonjour Emmanuelle. Alors, qu'en pense-t-on à Kiev de cette proposition russe de reprise des pourparlers ? Eh bien, écoutez, l'Ukraine a déjà dit clairement qu'elle était prête à tout format de discussion. Le président Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs proposé une rencontre directe au plus haut niveau entre Vladimir Poutine et lui-même. Alors, cette proposition, elle a été ignorée et refusée par le Kremlin. En revanche, l'Ukraine se déclare prête à de nouveaux pourparlers, comme ça avait été le cas le 16 mai dernier à Istanbul. Sauf qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'espoir sur les résultats d'une telle rencontre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les propositions russes, elles n'ont pas beaucoup changé depuis mars 2022 et ce qui était avant Istanbul, les dernières discussions directes entre Moscou et le gouvernement ukrainien, puisque Moscou continue de demander la capitulation, en tout cas ce qui équivaut à la capitulation de l'Ukraine, avec le retrait des troupes ukrainiennes de 4 régions qui sont sous contrôle partiel et illégal de la Russie, les régions de Kherson, Zaporizhzhia, Louhansk et Donetsk. Et ça, constitutionnellement, légalement, l'Ukraine ne le peut pas, tout simplement. Ce serait en fait, ça équivaudrait à remettre en question la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Autre demande que la Russie n'a pas changé, une promesse que l'Ukraine ne joindra pas l'OTAN. Donc ça, l'Ukraine n'y est pas prête non plus. Et ce matin, on a le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, qui parle d'un mémorandum russe plein de mensonges. Donc on voit que même si l'Ukraine est prête à venir à la table des négociations, il n'y a aucune confiance du côté ukrainien dans le fait que la Russie pourrait vouloir la paix, puisque ce n'est pas ce que la Russie montre ni dans son mémorandum, ni ici sur le terrain. La nuit dernière, 90 drones ont été lancés à nouveau contre l'ensemble du territoire. Donc difficile pour le gouvernement ukrainien et pour la population de croire en des intentions pacifistes de Moscou. Alors sur le plan militaire, il y a eu cette annonce, l'Allemagne va aider Kiev à produire des missiles de longue portée. Tout à fait. Alors ça a fait beaucoup parler ici. Il y a eu cette déclaration de Friedrich Merz qui disait qu'il n'y avait plus de restrictions quant à l'utilisation des armes occidentales en profondeur du territoire russe. Et ça va intéresser les Ukrainiens, puisque pendant qu'on parle de négociations qui n'aboutissent pas, et quand on voit que la Russie finalement ne change pas ses demandes, ses conditions pour une éventuelle paix, eh bien les troupes ukrainiennes, elles, continuent à frapper en profondeur avec leurs propres armes, mais aussi avec ce qui lui est fourni par les puissances occidentales dans le territoire russe. Et c'est important parce que ces frappes, qu'elles se situent dans la région de Moscou, de Saint-Pétersbourg, comme on a pu le voir ces derniers jours, eh bien, elles affectent la chaîne de production de missiles, de drones, de composants électroniques de la Russie, et donc elles affectent la capacité russe à frapper l'Ukraine. Donc quelques bonnes nouvelles pour l'Ukraine cette semaine avec cette annonce allemande de 5 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine, notamment pour développer ses propres capacités en ce qui concerne des missiles de longue portée, et puis aussi le soutien des Pays-Bas quant à la présence de Volodymyr Zelensky lors du prochain sommet de l'OTAN. Donc l'Ukraine, pour l'instant, qui compte sur ses alliés occidentaux pour continuer de développer ses capacités de défense pour répondre à l'agression russe à la fois sur la ligne de front et aussi pour tenter de s'en prémunir avec ses frappes sur le territoire russe. Merci Emmanuelle, vous étiez en direct de Kiev. Et Gauthier Rybinski est avec nous sur ce plateau. Bonjour Gauthier. L'initiative de cette deuxième séance de pourparlers, elle vient de la Russie. Pourquoi est-ce que cette fois, Poutine tient à donner des gages de bonne volonté ? Parce que souvenez-vous de l'avoinée qu'avait prise Zelensky dans le bureau ovale, c'est-à-dire la manière... Tous, voilà. Et que la... C'est choquant d'ailleurs. Complètement d'ailleurs, c'est un guet-apens.
de la part donc de J.D. Vance, le vice-président, et de Trump, le président. Et il en a tiré une leçon qui lui a permis de se rétablir, qui était de dire, au fond, il faut essayer à tout prix que je me montre comme un bon élève vis-à-vis des États-Unis. En disant, vous voulez qu'on dialogue? Je suis prêt à dialoguer. Vous voulez qu'on parle de paix? Je suis prêt à parler de paix. Évidemment, pas à n'importe quelle condition. Et là, face, non pas à l'isolement que subit Poutine, mais à l'idée qui est en train de s'insinuer, y compris dans l'administration américaine, selon laquelle, finalement, Poutine serait suffisamment retors et indocile pour ne pas admettre des propositions qui sont présentées comme merveilleuses de la part du président américain, là, il y a une occasion, mais qui n'engage personne, au fond, pas même les Russes, qui occasion de dire, mais pas du tout, je suis un homme politique responsable, je suis un chef d'État responsable, et moi aussi, je voudrais la paix. Et donc, quand on voit, on va en reparler, les conditions, à la fois les positions des uns et des autres, ce n'est qu'un mirage, mais c'est donc une manière, si vous voulez, de récupérer pour Poutine un certain ascendant. C'est-à-dire que depuis quelque temps, il était plutôt dans la position de celui qui devait réagir à des propositions qui ne lui convenaient pas, alors que là, il semble, comme vous l'avez dit, reprendre la main, c'est-à-dire en étant, lui, force de proposition, même s'il n'y a pas grand-chose derrière. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce mémorandum? Alors, rien que l'on ne sache déjà, ou qu'a mentionné Emmanuel Chaz, c'est-à-dire d'une part, ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête, la question des possessions et des conquêtes territoriales russes, hein, je rappelle donc la Crimée, Kherson, la région de Kherson, de Zaporizhia et le Donbass, Luhansk et Donetsk, tout cela, ça fait en gros, depuis l'élection, même avant l'investiture de Donald Trump, que ce dernier a signifié à Vladimir Poutine qu'il le soutenait, qu'il n'y avait aucune discussion là-dessus. Poutine a vu arriver les choses comme toutes cuites dans son bec. Ça n'a pas bougé. Donc il est évident que pour Kiev, ça n'est pas admissible, et pas uniquement pour Kiev. Quand on lit, si vous savez, j'aime bien donner des nouvelles des souverainistes. Quand on lit les propos de souverainistes ici en France qui disent à Kiev, allez, lâchez, c'est ça le prix de la paix. Mais les mêmes gens qui ne céderaient pas 1 centimètre carré de territoire français, fût-ce pour la paix, donnent des conseils de ce type-là. Alors bien sûr, ça n'est pas admissible pour Kiev, ça n'est pas admissible non plus pour ceux qui sont censés à l'extérieur, parce que ça voudrait dire que par la force, par le crime, par la brutalité, là ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des crimes de guerre commis par l'armée russe, tout cela serait validé, entériné et justifié. Donc là, si vous voulez, les causes et les attendus, c'est-à-dire les positions encroûtées, ankylosées de la Russie, sont toujours les mêmes. Simplement, il y a là aussi un aspect tactique. Supposons, je n'en ai pas pour l'instant la preuve, mais supposons que dans ce mémorandum, il y ait un point sur lequel on puisse voir un très léger infléchissement de la position russe. Tout le monde autour va dire c'est fantastique, regardez, Poutine finalement est un homme responsable, accessible à la raison, il faut suivre et dire aux Ukrainiens s'il vous plaît passez sur vos territoires, etc. Vous voyez, c'est une mécanique plutôt qu'une construction durable et surtout construction juste, parce que ça on n'en parle plus de la paix juste. Et en quoi l'impatience, voire la colère manifestée par Trump change-t-elle la donne des futures négociations? Franchement, je n'en sais rien. Ça voudrait dire, pour qu'il y ait vraiment une honnêteté dans cette position de Trump, il faudrait qu'il y ait le soutien à des mesures, à des sanctions qui visent la Russie, et notamment, très précisément, des banques russes qui s'occupent du commerce des hydrocarbures. Là, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Là, il y aurait un engagement clair. Ça n'est pas le cas, on n'y est pas encore, les Européens essayent, mais en tout état de cause, ce que dit Trump, c'est là aussi une façon de faire du théâtre, c'est-à-dire on organise en quelque sorte une confrontation factice entre Trump et Poutine. Cela sert le discours, j'allais dire des imbéciles, des idiots utiles. Cela sert ce discours-là, et tout cela, in fine, joue contre l'Ukraine. Là, ce que dit Trump, bien sûr qu'il dit si vous ne me mettez pas d'accord ou si ça ne s'arrange pas, moi je vais voir ailleurs. Oui, il y a cette menace-là. Mais il y a surtout l'idée que ceux qui seront au final les plus intransigeants perdront, et ceux qui apparaîtront comme les plus intransigeants, ce sera les Ukrainiens, parce qu'il en va de leur vie, comme nous, qui sommes à l'aise à 2000 km de là, nous semblons l'oublier parfois et trop souvent. Merci beaucoup, Gauthier, pour votre analyse.